L'espérance de vie à 60 ans, ces 10 dernières années, elle n'a pas augmenté. Ce qui veut dire que quand vous prenez 2 ans aujourd'hui à quelqu'un, vous lui prenez 2 ans très clairement sur sa retraite avant la mort. Le débat, c'est seulement comment on économise aujourd'hui tant de milliards. Pourquoi? On ne sait pas. Non, mais on ne sait pas pourquoi. Pour éviter de toucher aux recettes, par exemple. Parce que par pure idéologie, on a envie de taper sur les retraites. Et les Français résistent. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Le média change tout, ou presque. On débarque avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinal, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien, c'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois ou même devenir sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr et abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, le conclave sur les retraites promu par Bayrou commence à prendre l'eau et l'on décrypte la politique d'Emmanuel Macron sur les emplois qui faillit et permet surtout de licencier. C'est parti. Le fameux conclave sur les retraites, promesse de François Bayrou pour éviter la censure, tombe-t-il à l'eau? De plus en plus de participants claquent la porte et dénoncent un jeu de dupes ou une mascarade. Force ouvrière le 27 février, l'Union des TPE et PME, puis la CGT il y a quelques jours. Le Premier ministre a annoncé qu'on ne reviendrait pas sur l'âge de départ à 62 ans au lieu de 64, qui était le point névralgique des contestations populaires et politiques. François Bayrou a trahi sa parole, a affirmé Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Au lendemain du départ du syndicat des discussions, les retraités se sont réunis à Paris pour manifester. On y a pu rencontrer la CGT. Les propos du Premier ministre dimanche ont été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous devions pouvoir discuter librement, sans totem et tabou. On était bien d'accord que le cadre était déjà insatisfaisant et que ce n'est pas avec un patronat qui veut nous faire partir à 65, 67 ou 70 ans qu'on allait obtenir grand-chose. Mais là, la porte a été complètement fermée par la position de François Bayrou qui a dit stop, vous ne toucherez pas aux 62 ans. Et donc évidemment, comme c'est la mesure principale qui est la cause de toutes les mesures qui aggravent la pénibilité, qui aggravent les inégalités femmes-hommes, il n'était plus possible de discuter dans un cadre où on ne peut discuter dans ces cas-là que de miettes. Allez au boulot! Thomas, comment tu vois ces départs des négociations-là? C'était prévisible. Quand on a un Premier ministre qui, dans un discours général, vous dit que le vrai problème de la dette française, c'est ce qu'on a rappelé ici d'ailleurs, le vrai problème de la dette française, c'est les retraites, qui vous sort des chiffres complètement farfelus, et puis après vous dit on va faire un conclave avec les partenaires sociaux, et là, qui n'aura ni tabou ni totem, et qu'on les laissera faire, et puis qu'après il leur envoie une lettre de cadrage, puis qu'après il décide de l'âge. Enfin, on avait bien compris que voilà, c'était une façon peut-être d'avoir un accord politique, une façon de faire comme si on laissait parler la démocratie, mais qu'au final, on savait ce qu'on allait faire. Et c'est assez commun, en fait, en Macronie, puisque Macron l'a déjà fait, par exemple, pour l'assurance chômage. On dit on va faire ci, on va faire ça, c'est pour que les gens puissent retrouver leur travail plus facilement, etc. Et au final, c'est surtout pour faire des économies. On l'a fait avec la Convention pour le climat, on va laisser parler les gens, et puis on va prendre les mesures, et puis finalement, on prend que quelques mesures comme ça, et on laisse les autres tomber. Donc en réalité, on savait qu'il y avait un objectif derrière qui était politique, et on savait quel était, on va dire, l'avis du Premier ministre sur la question, et même de Macron. Donc il ne faut pas faire semblant de ne pas savoir et faire comme si on voulait écouter la démocratie quand on sait vraiment ce que ces gens pensent des retraites. Et il y a le syndicat Solidaire qui n'avait pas du tout été invité autour de la table, qui parle d'un jeu de dupes ou d'une mascarade, mais ça depuis le début, en fait, même avant que ça commence. Et depuis le début, je l'ai dit, plus le conclave avance, plus d'autres organisations arrivent à ce même constat. Tu le dis un peu, c'était du vent, etc. Mais est-ce que c'était prévisible dès le début ou fallait quand même y aller? Enfin, après, sans juger comment les organisations ont pris part aux discussions ou pas, mais est-ce qu'il a fallu du temps pour s'en rendre compte ou dès le début, c'était joué? Non, les partenaires sociaux ont eu raison d'aller négocier parce qu'il faut discuter, il faut être dans le dialogue. Après, si Bayrou avait tenu sa promesse, c'est-à-dire s'il n'y avait pas tout ça, des jeux politiques pour avoir des accords et pour éviter la censure, notamment avoir le soutien du PS, c'était ça l'idée. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait une parole? Il aurait, dans un premier temps, laissé le conclave et les partenaires sociaux discuter.
Il en serait peut-être ressorti quelque chose. Chacun avait ses lignes rouges, etc. Mais après, on aurait peut-être pu aborder aussi des thèmes un peu plus, tout aussi intéressants, comme le fait qu'il y ait des différences d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier, 7 ans, que les classes populaires meurent plus jeunes que les classes riches, que les femmes ont des carrières hachées et qu'elles ont des pensions de retraite beaucoup plus faibles que les hommes et qu'il y a une vraie inégalité sur les thèmes. Donc peut-être qu'il y aurait eu même des ajustements là-dessus. Et puis après, la question de l'âge aurait pu être aussi abordée. Parce que, on sait très bien, aujourd'hui, il faut vraiment dire les choses. C'est-à-dire que quand vous décalez l'âge de départ à la retraite sans tenir compte des différences que je viens de dire, entre cadres, ouvriers, entre femmes et hommes, etc., de fait, ça va être très injuste pour une certaine partie de la population. Et notamment ça va grossir les inégalités déjà existantes. Tout à fait, ça va grossir, très bien, ça va grossir les inégalités. Et il faut vraiment avoir en tête que quand vous donnez 2 ans, quand vous prenez 2 ans sur la retraite, vous rajoutez 2 ans de travail qui sont extrêmement difficiles, ça c'est la vérité, puisque c'est les 2 dernières années, et en plus, vous empêchez aux gens de profiter des 2 meilleures années de la retraite, qui sont les 2 premières années après où vous êtes encore en bonne santé. Parce qu'après, vous arrivez et vous ouvrez, statistiquement parlant, à plus de chances d'avoir des maladies. Donc, c'est 2 années qui sont très importantes, ces 62-64 ans. Et donc, il aurait fallu à un moment que les gens en discutent réellement. Et là, avant même que ces discussions arrivent en mai, à leur fin, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le gouvernement qui envoie une lettre de cadrage, qui parle d'un âge, à la fin, qui décide de ce qu'il veut comme conclusion. Et donc là, c'est ça qui est problématique. C'est plutôt l'intervention du gouvernement sur une promesse qui était que le débat entre les partenaires sociaux pouvait avoir lieu. Alors que le gouvernement lui-même nous disait je ne me mêle pas du conclave sur les retraites. Je me rappelle très bien, nous-mêmes, on est allé voir la porte-parole du gouvernement au Conseil des ministres qui nous a dit nous, on ne se mêle pas. C'est aux partenaires sociaux de choisir sur les retraites. Et en fait, on voit quand même qu'ils se mêlent. Et autre chose aussi, à rappeler que l'espérance de vie en bonne santé en France ne se repousse pas, contrairement à l'espérance de vie. Donc, c'est bien de rappeler ce genre de chiffres. Rappelons aussi une chose, comme on l'a dit ici aussi la dernière fois, c'est l'espérance de vie à 60 ans. Parce que l'espérance de vie à 60 ans, ces 10 dernières années, elle n'a pas augmenté. Pour les femmes, elle est restée stable. Pour les hommes, elle a augmenté de quelques mois. Ce qui veut dire que quand vous prenez 2 ans aujourd'hui à quelqu'un, vous lui prenez 2 ans très clairement sur sa retraite avant la mort. C'est ça la réalité. Donc on dit l'espérance de vie augmente. Oui, l'espérance de vie, elle augmente pour les nouveau-nés. Donc là, ils vivront plus longtemps. Mais pour ceux qui ont 60 ans et à qui on prend tout de suite des semaines et d'ici à quelques années, on leur prendra les 2 années, ceux-là, ça n'augmente pas. Ça me fait penser aussi à des députés qui avaient dit oui, mais maintenant on vit très bien quand on est vieux, etc. Ça aussi, c'est très social. Ça dépend énormément de la classe sociale et du métier qu'on a fait durant toute sa vie. Ce conclave aussi, cette volonté de discuter affichée de François Bayrou, en tout cas dans le discours, ça a permis donc au Premier ministre d'éviter la censure, on se rappelle de cet épisode, comme sa promesse sur les enseignants, alors qu'on découvre après des fermetures de classes et des suppressions de postes. On a fait plusieurs reportages dessus, donc je vous invite à aller voir. Est-ce que là, on voit la population et certains politiques face à une sorte d'autoritarisme libéral incapable d'écouter ? Ça, on l'avait déjà constaté, en fait, quand on regardait ces 10 dernières années. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, nous avons eu ce qu'on appelait des alternances politiques, c'est comme ça qu'elles s'appelaient, c'est-à-dire la droite, la gauche avec le PS, puis Macron, et puis là on retourne au centre-droit avec Bayrou, et qu'en fait, malgré ces alternances politiques, il n'y a pas d'alternative économique. Ce qui nous est... En plus, là, pour rappeler, on est avec un gouvernement qui n'a pas gagné les élections, tout à fait, et sur une réforme qui est extrêmement impopulaire, et qui est majoritairement impopulaire, et que le peuple et les politiques rejettent. Tout à fait, voilà. Parce qu'effectivement, il est passé en 49-3, il ne faut jamais l'oublier, c'est passé en 49-3, sinon ça ne passait pas. Et la majorité des Français sont plutôt opposés à la réforme des retraites. Mais c'est ça qui m'a étonné, moi. C'est-à-dire comment faire comme si on était surpris quand vous avez vraiment... moi, j'étais étonné même qu'ils fassent ça, parce que pour moi, c'était finalement une forme de bras d'honneur au parti de gauche qui avait soutenu, qui avait dit qu'il ne voterait pas la censure. C'est-à-dire qu'il a commencé vraiment ce discours en disant « le problème, c'est les retraites », en utilisant un chiffre fallacieux qui n'est pas reconnu par le corps, qui n'est pas reconnu par la Cour des comptes. Il avait dit 55 milliards. Ouais. 55 milliards de déficit, alors qu'en fait, puis c'est 50% de la dette les 10 dernières années. Donc les retraités sont le principal problème, selon François Bayrou. Et après, il dit ça, il fait le conclave, et puis il s'en mêle, et ce qui a amené au fait que... Et c'est pour ça que les syndicats ont raison aujourd'hui de quitter la discussion, parce que les discussions sont perturbées par des prises de position politiques. Et ça, c'est problématique. Alors que là, Bayrou a été contredit et par la Cour des comptes et par le corps.
Et il ne veut pas que la démocratie des partenaires sociaux s'exerce. Donc on savait, enfin moi je savais, enfin on savait tous, et lui-même je pense le savait, il n'y a que le PS qui ne devait pas peut-être le savoir, ou qui le savait mais qui l'a fait pour d'autres raisons qui nous échappent, en tous les cas pas économiques. On savait très bien qu'il n'y avait aucune volonté de la droite et de la Macronie qui est de droite de revenir sur cette réforme qu'ils ont passée au forceps, qui a été compliquée. Je veux dire, la réforme de la retraite à points a été avortée dans le premier quinquennat de Macron. Et elle a été reprise avec le décalage de l'âge de départ à la retraite sous le deuxième quinquennat. Mais ça a été difficile. Alors là, revenir dessus, ça aurait été compliqué. Mais il fallait promettre d'en discuter pour avoir le soutien, je pense, d'une partie des forces politiques. Justement, sur les arguments économiques, il y a Pierre Moscovici, qui est président de la Cour des comptes, qui reste confiant malgré tout sur ce conclave. Je le cite, « Il y a une volonté de certaines organisations de continuer à discuter. D'ailleurs, nous allons leur présenter un deuxième rapport à la mi-avril sur les questions d'emploi et de compétitivité. » Et comme ses pairs, Pierre Moscovici avance la question des comptes. Le premier président de la Cour des comptes estime qu'il n'est pas possible de revenir à un âge de départ à la retraite à 62 ans sans dégrader les comptes. Je le cite, « On l'a chiffré de manière précise. Si vous voulez passer de 64 à 63 ans, ça coûte 5,8 milliards d'euros. Si vous voulez revenir à 62 ans, ça coûte 10,4 milliards d'euros. C'est assurément un coût. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable, mais il faudra payer. » Il faudra payer, c'est souvent ce que ça veut dire. Thomas, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'argent pour remettre la retraite à 62, voire 60 ans ? Alors c'est toujours la même question, c'est-à-dire il y a un problème de rentrée ou il y a un problème de sortie. Voilà, là, on voit très bien que pour les gens, ils veulent pas... Je veux dire, le problème de rentrée, on ne doit pas y toucher. C'est-à-dire le fait de consacrer une plus grosse partie de notre richesse aux retraités par des prélèvements, par l'augmentation, des cotisations. C'est pas possible, c'est pas envisageable pour eux, alors que c'est ce qu'on a fait ces 30 dernières années pour préserver le système de retraite, pour faire en sorte que nous ayons le même taux de pauvreté dans les populations de retraités que dans les populations d'actifs, pour faire en sorte également que nous ayons le taux de pauvreté le plus faible au monde chez les retraités. Je ne dis pas que tous les retraités roulent sur l'or, mais nous avons le taux de pauvreté le plus faible. Les Allemands ont 3 fois plus de retraités pauvres que nous. Il a fallu qu'à un moment, on accompagne cette transition démographique qui a été très forte ces 30 dernières années, qui sera moins forte dans les années à venir. Sauf que dans les années à venir, on ne veut plus faire ça. Donc se pose la question de la dépense. Donc soit on bouge l'âge et on travaille plus longtemps, soit on diminue les pensions, soit on fait les deux, c'est un peu ce qui est fait. Mais le vrai débat sur l'accompagnement du vieillissement de la population, il est pas dit. Enfin, je veux dire, à un moment, on a fait des choix. À un moment, on s'est dit, bon, un enfant qui naît en France, il va pouvoir avoir une éducation gratuite jusqu'à 16 ans. Les gens ont dit, oulala, c'est impossible, ça va coûter très cher, c'est un coût très élevé. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, on a accepté. Puis c'est un investissement surtout. Voilà, c'est un investissement. Et là, on pourrait dire la même chose. À l'époque, nous étions un pays de jeunes. Quand on a fait ça, on a dit c'est un investissement, on forme les gens, etc. Aujourd'hui, nous allons devenir un pays de vieux. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire que les gens vivent plus longtemps. Voilà, c'est un fait. Il faut l'accepter. Donc, il va falloir faire en sorte de financer, me semble-t-il, une partie des retraites, ou la totalité des retraites pour accompagner cette transition démographique, ce vieillissement de la population. Qui est déjà passé en soi. Le coût du vieillissement. Le choc démographique le plus gros s'est fait entre 70 et aujourd'hui. On est passé de 3 retraités pour 10 actifs à 6 retraités pour 10 actifs. Le prochain choc, on passe de 6 à 7. Donc le grand choc était derrière nous. Donc ensuite, voilà, il faut trouver des financements. On les trouve facilement en augmentant les cotisations. Il y a vraiment, là, les solutions, elles ont été mises sur la table. Oui, les syndicats ont avancé, par exemple, si on payait mieux les femmes, si on équilibre le salaire homme-femme, c'est ça. Si on reprend en compte tous ceux qui sont dans le halo du chômage, c'est-à-dire ceux qui voudraient travailler plus, mais qui sont en travail précaire, là, vous avez 14% de la population active. Vous voyez, donc là, c'est important. Là, on gagnerait. Je veux dire, le but, c'est pas de faire travailler les mêmes personnes plus longtemps. Dans la semaine ou dans le temps, dans la durée, c'est que qu'il y ait plus de gens qui travaillent. C'est ça, il y a 5 millions de chômeurs, vous avez plein de gens qui sont au travail précaire qui veulent plus travailler, vous avez des femmes qui ont des niveaux de salaire en dessous des hommes, et si on rééquilibrait, effectivement, on compenserait tout en partie. Donc il y a tout ou la totalité ou vraiment la majorité, la majorité du déficit. Donc il y a plein de solutions qui peuvent être mises sur la table. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on veut les prendre, c'est-à-dire et moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait poser comme débat. Nous vieillissons. Est-ce qu'on veut se dire, nous vieillissons, tant pis, c'est-à-dire que les vieux doivent travailler plus longtemps,
quel que soit l'emploi, parce que c'est ça en fait qu'on est en train de prendre comme voie. Donc vous allez avoir les plus pauvres qui vont mourir avant même l'âge de la retraite, ceux qui vont mourir très rapidement après, ceux qui vont continuer à travailler dans des conditions difficiles, et puis ceux qui auront les moyens de payer pour leurs parents, ceux qui auront un patrimoine, et ils feront fructifier le patrimoine, ils encaisseront des loyers et ils ne pourront plus travailler, et il y aura les autres qui devront subir. Moi, je ne pense pas qu'on fait société comme ça. Donc à un moment, faire société, c'est se dire on produit beaucoup de richesses, est-ce qu'on ne va pas en affecter une partie aux vieux, parce qu'il y a plus de vieux. Voilà, une partie à l'assurance chômage, une partie à la santé. C'est ça, faire société. Mais aujourd'hui, les débats n'amènent pas à ce type de questions. Le débat, c'est seulement comment on économise aujourd'hui tant de milliards. Pourquoi? On ne sait pas. Non, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que qu'il y ait... Pour éviter de toucher aux recettes, par exemple. Ouais, pour toucher aux retraites, mais... Tu dis on produit beaucoup de richesses, mais en fait, le commun des Français ne le voit pas parce qu'il y a une financiarisation, en fait. Oui, bien sûr, il y a des inégalités. Le gâteau qui est produit est capté par une plus grosse partie de la population, par une minorité de la population, mais qui en capte une plus grosse partie maintenant. Et ça, c'est la vérité. Il y a un vrai problème de partage des richesses qui a augmenté en faveur d'une minorité, et ça, il faut le dire. Mais après... il faut la réformer parce qu'il faut la réformer, parce que, alors on ne sait plus vraiment pourquoi, parce que quand on a commencé à discuter de la réforme des retraites, le régime était excédentaire. Alors vous vous rendez compte, un régime excédentaire et sur des prévisions à 2030, alors que les prévisions du corps, bien qu'elles soient sérieuses, c'est des prévisions toutes choses étant égales par ailleurs. On a vu que plein de fois, ils ont dit qu'il allait y avoir des déficits et il y a eu des excédents. Ça a été le cas en 2020 et d'autres années. Là, on avait un excédent. Donc normalement, tu te dis, bon, s'il y a un excédent, il peut y avoir des petits déficits qui sont d'ailleurs dans l'épaisseur du trait. Vraiment, les déficits, là, 6 milliards de déficits sur 350 milliards de retraites. Et puis si on met ça en point de PIB, mais on est vraiment sur un tiers de point de PIB, on est vraiment sur rien du tout. Politique. Bah oui, voilà. Là, il y a une volonté, ça va être grave, ça va être dangereux. Donc, il faut absolument réformer pour gagner quelques milliards. Je sais pas. Enfin, moi, je comprends pas ça, alors même que c'est un système qui fonctionne bien. Et que même dans les prévisions de long terme, on voit quand même que les déficits, à part sur un scénario, ce n'est pas des déficits en cascade comme ça, qui deviennent incontrôlables. Donc il y a plus une volonté politique pour s'attaquer à une partie de la dépense sociale à laquelle les Français sont attachés, et qu'une grosse partie, je ne sais pas, pour des raisons parfois financières, parce que ce serait bien de mettre la main sur 300 milliards quand on est un fonds d'assurance, ou parce que par pure idéologie, on a envie de taper sur les retraites. Et les Français résistent, mais ça fait 10 ans qu'on leur ressort de manière régulière, quasiment tout le temps, cette histoire de retraite. Le droit du travail est-il devenu une machine à licencier? C'est ce que titre Alternative économique dans un article qui analyse la législation autour du droit du travail depuis plusieurs années, surtout sous les années Macron, mais pas que. Alter Eco écrit que si l'emploi résiste encore à ce jour un taux de chômage de 7,3% au quatrième trimestre 2024, selon l'INSEE, les conjoncturistes tablent sur une hausse future du chômage. L'INSEE prévoit en effet un taux qui atteindrait 7,6% mi-2025. La Banque de France table sur 7,8% pour 2025-2026. Et l'OFCE évoque les 8% pour cette année, ainsi que 150 000 destructions d'emplois. Totalement à rebours des promesses d'Emmanuel Macron sur le plein emploi et la réindustrialisation qui était son étendard. La CGT recense aujourd'hui 300 plans de suppression d'emplois depuis septembre 2023, avec 300 000 emplois menacés ou supprimés. Thomas, est-ce que ces plans sociaux, ces taux de chômage, etc., sont-ils du fait de la conjoncture économique et des difficultés, ou est-ce le résultat net de choix politiques ? Bien sûr que la conjoncture s'est arrêtée, mais il y a eu des choix politiques qui ont fait en sorte que l'on puisse aujourd'hui se séparer plus facilement de ses salariés quand ça va mal. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que la mondialisation a déjà été un choc pour beaucoup de salariés. On leur a parlé de modération salariale, parce qu'il fallait qu'ils soient aussi compétitifs que des Polonais ou des choses comme ça. Donc il y a déjà eu un choc énorme. Et puis il y a eu des fermetures d'usines. Beaucoup d'usines ont fermé pour ouvrir dans d'autres pays où le coût de la main-d'œuvre et les normes sociales et environnementales étaient moins élevés. Et là, plutôt que d'avoir un droit du travail qui protège les salariés, qui étaient face à une forme de flexibilité déjà du cadre, avec la mondialisation, avec la financiarisation, le droit du travail a accompagné ces déséquilibres et a accompagné cette flexibilité. Donc, ce qui fait que la seule protection que devait être le droit du travail a été très largement modifiée pour s'adapter aux désirs de l'entreprise. Ce qui fait que... Alors,
Macron a bien sûr contribué à ça, et même Hollande, avec la loi travail, la loi El Khomri, la loi travail XXL. En fait, alors qu'en plus, ces lois ont été votées à un moment où la croissance commençait à repartir, c'est-à-dire qu'on commençait à y voir un peu plus clair, de ressortir de la crise. Et donc, c'est normalement une période où les entreprises emploient, parce que quand il y a des opportunités, les entreprises, elles emploient, elles ont besoin. Et on leur a fait croire, en fait, les entreprises ont été malines parce qu'elles ont réussi à faire passer, enfin croire, c'est un grand mot, mais elles ont réussi à faire passer à ces politiques qu'il fallait moins de protection pour qu'elles embauchent plus. Alors que c'était plutôt l'inverse. C'était en fait, en réalité, quand il y a moins de protection, c'est pas que vous embauchez plus, c'est que vous allez, quand ça va aller mal, vous allez beaucoup plus licencier. Et là, on a un retournement de croissance. On a un retournement de croissance assez sérieux, avec Trump, avec la hausse des taux pour lutter contre l'inflation, etc. Et donc, il y a, là, les entreprises se disent on peut plus facilement licencier. La conjoncture est un peu plus sombre sur l'avenir. Donc, quand la conjoncture est sombre, c'est que je n'arriverai pas à augmenter mes ventes. Si je n'arrive pas à augmenter mes ventes, il faut que je compresse mes coûts. Si je compresse mes coûts, il faut que je commence à licencier. Voilà, à licencier des postes qu'on va après réemployer sur d'autres postes, peut-être en contrat partiel, je ne sais pas. Mais on peut plus facilement se séparer aujourd'hui de salariés, ça c'est sûr. Donc le droit du travail, en fait, plutôt que d'avoir un effet contracyclique, c'est-à-dire quand la crise va mal, elle protège les salariés, aujourd'hui, elle suit tous les cycles, en fait. Quand les cycles vont bien, les entreprises embaucheront de toute façon, et puis quand elles vont mal, on peut licencier plus facilement. Surtout que ces plans de licenciement qui touchent les entreprises, il y en a quand même où c'est des entreprises qui sont bénéficiaires. Ce n'est pas des entreprises qui sont déficitaires. Au niveau mondial, bien sûr. Voilà, donc c'est ça aussi qui est assez surprenant. Enfin, surprenant, on se comprend. Emmanuel Macron misait sur la compétitivité, la réduction du coût du travail, la baisse des impôts de société, de production, pour dire, voilà, ça va aider l'investissement, ça va aider l'emploi, et il promettait justement le plein emploi. On voit que ça prend le chemin inverse. Pourquoi ? Vous savez, il y a des pays qui ont beaucoup de réglementations sur le travail, sur la manière d'investir, pour s'y installer. Et les entreprises, elles y vont quand même. Pourquoi elles y vont ? Parce qu'il y a des opportunités de business, il y a des débouchés. Et puis il y a d'autres pays qui ont des fiscalités, mais vraiment proches de paradis fiscaux, qui créent des zones franches, qui disent vous avez une main-d'œuvre quasiment à foison qui va bosser comme vous voulez et à un coût très faible. Et les entreprises viennent timidement parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc ce qui est important, c'est aussi de voir s'il y a des opportunités de débouchés. Et il n'y a pas que la question du cadre, de la baisse d'impôts. Je veux dire, il n'y a pas que le cadre à offrir aux entreprises. Et Macron, il a misé que là-dessus. Baisse d'impôts, flexibilité du marché du travail. J'invite les chefs d'entreprise. Très bien, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas suffisant. Et puis, il faut aussi à un moment essayer de savoir pour qui jouent ces grandes entreprises. Est-ce qu'elles ont des intérêts alignés avec l'intérêt national ? Si elles n'ont pas des intérêts alignés avec l'intérêt national, pourquoi continuer à les subventionner ? Pourquoi continuer à les faire signer des contrats quand on prend l'avion avec le président de la République ? Puisque si, au moindre, on va dire, revirement de conjoncture, elles sont prêtes à partir ou à faire autre chose, c'est pas possible. Ça aussi, c'est une question de fond qu'il faut poser. Et cette question de fond, normalement, elle se pose dans ce qu'on appelle la politique industrielle, la planification, le fait de protéger certains acteurs qui sont des acteurs que l'on considère justement comme alignés aux intérêts de la France, de les protéger d'une concurrence internationale. Mais tout ça, aujourd'hui, n'est plus à l'ordre du jour. Nous, jadis, nous avons beaucoup parlé de ça, mais aujourd'hui, c'est plus du tout à l'ordre du jour chez nous. Et puis, je le rappellerai à chaque épisode s'il le faut, mais on enregistre des records de plans sociaux, mais aussi des records de dividendes, donc c'est important de le dire. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, et le média change tout, ou presque. On débarque avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs contre-matinales, journal des luttes à 13h, et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois, ou même devenir sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr et abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube, Le Média Télé et Le Média 24/7. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.